C'est l'heure de notre rendez-vous avec la diversité. On veut plus de diversité dans la tech en France. Voilà des start-upers qui ressemblent davantage à ceux qu'on croise partout dans la rue, mais qu'on voit tellement peu en plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Niara Diarra, vous êtes fondatrice de Naledisso. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais très rapidement, je dirais que c'est un média business 100% en ligne, inclusif, ouvert à tous. Exactement. Avec vous, Davy Mawete, vous êtes fondateur de Voitures Lambda. Et là aussi, très rapidement, je vous présente comme un média automobile qui recense les voitures les plus durables. On est vraiment sur des sujets de société responsables. Et vous êtes là grâce à Chloé Sebag. Merci beaucoup, Chloé, porte-parole de Diversity Days. Ça, c'est Anthony Vavkin et Mounira Hamdi. Anthony venant régulièrement, parfois je m'en mêle. Mais merci beaucoup, Chloé, d'être avec nous. Et puis je remercie évidemment Frédéric Mazella d'être resté en plateau également. Voilà, c'est la star de la French Tech, un pionnier qui rencontre sans arrêt des nouvelles startups qui se créent. Donc ça me fait très plaisir que vous puissiez être là et découvrir ces nouvelles initiatives. On va commencer avec les chiffres du mois, Chloé, autour de ces questions de création de contenu, puisqu'on a là de nouveaux créateurs de contenu. Alors, il y a un chiffre qui est particulièrement marquant sur la création de contenu. Ça vient d'une étude qui est sortie au printemps dernier, réalisée par Goldman Sachs, qui expliquait que le marché de la création de contenu équivalait à 250 milliards de dollars, ce qui est énorme, et surtout que ce chiffre allait doubler d'ici à 2027. Donc, c'est vraiment un marché énorme. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi devenir créateur de contenu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on crée son concept? Ouais. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Eh ben avec Davy et Niara, va peut-être commencer par Niara. Honneur aux dames. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Naledisso? Déjà, peut-être nous dire ce que ça veut dire, Naledisso. Oui. Alors, Naledisso, en fait, ça se traduit par la maison des étoiles. Donc, Naledi, c'est étoile en Sesotho, qui est une langue d'Afrique du Sud. Et So, c'est maison en Bambara, qui est la langue la plus parlée au Mali. Et du coup, je suis d'origine malienne, donc c'était un petit clin d'œil à mon pays d'origine, tout simplement. Clin d'œil. Voilà. Et alors, ce que vous proposez? Alors, je propose en fait diverses émissions et interviews à destination des entrepreneurs issus de la diversité. Donc, l'objectif, c'est de les mettre en lumière. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je mène ce projet-là. Et comme vous l'avez dit, du coup, c'est un média 100% en ligne. Et donc, grâce à Naledisso, vous pourrez partir à la rencontre de différents profils d'entrepreneurs, avoir aussi des informations utiles sur le business et découvrir en fait des témoignages sur des sujets spécifiques. Donc, c'est vraiment donner de la visibilité aux entrepreneurs qui en ont Exactement, besoin. Et porteurs de projets aussi, parce que c'est vrai que je n'ont pas forcément facilement accès aux médias. Et ça. vous, l'idée vous est venue comment? Alors, c'est suite à 2 constats. Le premier, c'est lors de ma dernière année universitaire. Donc, pour faire très court, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes de mon entourage qui menaient de beaux projets ou avaient de beaux concepts et justement n'étaient pas mis en lumière et leur présence dans les médias était quasi inexistante. Et le deuxième constat, c'est le fait qu'en fait, les personnes perçues comme non blanches, en fait, ne représentent que 15% en fait du temps d'antenne. Et ça, c'est un chiffre selon l'Arcom, donc le chiffre de 2022. Et en fait, c'est suite à ces 2 constats-là que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas créer un média qui mettra en lumière ces personnes-là. Et du coup, je positionne vraiment Naledisso comme la voix des étoiles émergentes de cette société, du coup, en termes d'entrepreneuriat, business, diversité et engagement aussi social. Et le type d'information dont vous dites, tout ce qui peut servir au business des entrepreneurs, des startups? C'est ça. Bon, ça peut toucher, par exemple, tout ce qui touche les réseaux sociaux. Ça peut être Google, l'économie, la croissance mondiale. C'est vraiment tout type d'information qui peut les aider, en fait, dans le développement de leur projet ou leur business. Alors, vous étiez, quand vous avez lancé cette initiative, étudiante en master e-commerce option réseaux sociaux. Je me demandais, on apprend quoi à l'école sur les réseaux sociaux? Parce que... on sait les utiliser, non? C'était pas vraiment l'utilisation, mais c'est comprendre plutôt comment ça fonctionne. Ouais. Après, on avait plus des notions sur le marketing digital, sur comment fonctionne aussi tout ce qui est Facebook, etc. Et on avait aussi une matière qui se nommait Blog 2.0, où on devait créer et animer un blog. Et c'est vraiment plutôt à partir de ce moment-là où, en fait, pour vraiment rentrer un petit peu dans les détails, j'ai interviewé mon grand frère qui est acteur et réalisateur. Et c'est vraiment suite à ce constat-là, je me suis dit, en fait, mon frère fait quand même des choses qui sont pas mal. Et il est contacté par des médias, mais pas tant que ça. Pourquoi pas mettre ce talent-là en avant? Et à la suite de ça, en fait, j'avais déjà des personnes de mon entourage qui entreprenaient. Moi, je n'étais pas encore dans l'entrepreneuriat. Et après, je me suis dit, en fait, il y a un réel besoin. Et pourquoi pas, voilà. J'ai de l'expérience dans le montage vidéo, puisque j'ai animé la chaîne YouTube de mon ancien club d'athlétisme. Enfin, voilà, j'avais beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Et je me suis dit,
en fait, vas-y, lance-toi et tu verras un petit peu comment ça va se passer. Et aujourd'hui, vous avez quoi comme audience à peu près? Quelques chiffres peut-être à partager avec nous? Au niveau des réseaux sociaux, on va dire dans l'ensemble, tous réseaux sociaux confondus, la communauté, elle est environ, on va dire, à 19 000 followers. Après, au niveau de l'audience, j'ai un peu tout, franchement, mais c'est vrai que c'est un peu plus, c'est une audience un peu plus féminine. Je pense que c'est pas vu que c'est tenu par une femme, donc les femmes, on va dire, rejoignent la communauté. Après, j'ai une grosse partie qui est basée en France, mais comme aussi j'œuvre, on va dire, à l'international, et j'ai déjà pu interviewer des entrepreneurs de mon pays d'origine, donc j'ai, on va dire, quelques pourcentages en Afrique. Après, en termes d'âge, c'est entre 25 et 44 ans. Et au niveau des centres d'intérêt, c'est vraiment tout ce qui touche le business, l'entrepreneuriat, les causes sociales, etc. Voilà. Fred, une remarque? Oui, je trouve ça intéressant parce que ça permet justement de s'assurer d'une bonne représentativité de ce qui existe sur le terrain. Alors après, l'accès à l'exposition, elle est toujours difficile pour tous les projets qui démarrent. C'est ça. Quel qu'il soit, hein, tout le monde se bagarre. Ouais. Quel qu'il soit, on a parfois l'impression que c'est plus simple autrement, mais en fait, moi je dis souvent que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur, il y a un grand escalier. Donc déjà, quand on a compris ça, on fait c'est pas facile. Moi-même qui suis dedans, c'est pas facile pour moi. Donc, c'est un combat au quotidien, mais bon. Ouais, Frédéric Malzella, vous racontez très bien d'ailleurs la difficulté de l'entrepreneur tout seul face à son projet dans votre livre sur l'histoire de Blablacar. Oui, et puis en fait, tout entrepreneur passe aussi un jour un panneau sur lequel il est écrit derrière ce point, vous êtes seul. Et donc il faut avoir conscience qu'on l'a passé ce panneau-là, qu'on l'a vu et on se dit bon alors d'accord, donc maintenant je dois vraiment inventer la suite parce que il n'y a pas plus personne autour de moi qui va véritablement me pousser ou m'aider, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, enfin maintenant voilà, on est seul face à l'adversité future et puis donc voilà, on prend son petit piolet et puis on marche et puis on avance et puis après un jour, ce qui est marrant, c'est que quand ça commence à marcher, vous avez d'autres personnes qui regardent, qui disent oh bah dis donc, c'est incroyable, comment ça se fait que ça marche, C'est ou alors ça. et tu dis bah oui, parce que nous au début on construit, on met une petite brique, puis après il y a un jour ça commence à ressembler à un mur, on dit ah dis donc, tu construis un mur, on a l'impression que alors ce projet de Davy va vous intéresser, je pense aussi Frédéric. Voiture lambda, alors qu'est-ce que c'est en plus précis que ce que j'ai dit? Alors Voiture lambda, c'est un média d'influence dont je suis le principal acteur. Donc je produis sur internet des essais automobiles, mais surtout des conseils d'achat et d'entretien, ainsi que des revues d'actualité. Bon. Actuellement, je travaille avec... là, pour l'instant, ça ressemble à un média automobile comme un autre, ce que vous me dites. Non, il y a une petite particularité, c'est que comme je le dis dans les vidéos, c'est du point de vue d'un monsieur lambda. Quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, mais qui n'est pas journaliste automobile de métier. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est la façon d'aborder les véhicules, notamment pendant les essais, qui est un peu plus terre-à-terre par rapport à ce qu'on peut trouver sur M6, Automoto, genre très sympathique et que je côtoie sur les essais. Mais c'est une approche un peu plus fraîche, un peu plus, on va dire, à la base. Et vous faites de la recommandation aussi sur l'éco-responsabilité des véhicules. C'est pas forcément dit de manière très frontale, mais les modèles que j'avance sont les modèles les plus propres possibles. Propres possibles par rapport au budget de mon public. Donc ça va être surtout des véhicules hybrides, électriques si possible, et qui consomment le moins et qui polluent le moins. Parce que pour vous, c'est un critère de choix aujourd'hui qui doit être le critère numéro 1. Peut-être pas le critère numéro 1, mais le critère numéro 1 pour moi c'est la fiabilité. Et fiabilité, c'est-à-dire sécurité? Fiabilité, durabilité dans le temps. Est-ce que votre voiture va tomber en panne tous les matins ou tous les 4 matins, ou est-ce qu'elle va durer pendant 250 000 km sans faire une panne? Ouais. Ce qui est aussi éco-responsable, la durabilité. Oui, c'est ça. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais quand une voiture est fiable, elle est écologique. Et oui. Donc ça, c'est critère numéro 1. Et critère numéro 2? Critère numéro 2, on va dire, là, ça va être tout ce qui est utilisation, frais d'utilisation, donc la consommation. C'est pour ça qu'on va aller plus sur les hybrides. Et aussi par rapport à la loi, notamment les zones AZ à faible émission qui sont en vigueur en France un peu partout. Est-ce que le véhicule qu'on va acheter sera banni des villes d'ici à 2-3 ans, ou est-ce qu'on peut rouler avec elle tranquillement pendant encore une dizaine d'années? Et qui sont ceux qui vous regardent? Ça dépend du réseau sur lequel j'agis. Sur YouTube, j'ai une communauté très masculine, mais plutôt qui va se porter plus entre les 35 et 44 ans, voire même plus. J'ai pas mal de retraités qui m'écrivent. Alors que sur les réseaux sociaux, ça va être une communauté beaucoup plus jeune qui vient me demander des conseils. Par exemple, j'ai 15 000 €, j'aimerais bien acheter ça. Qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à ce modèle-là? Est-ce que tu me le recommandes ou pas?
Ça- Donc plutôt, le critère, c'est plutôt le critère prix aujourd'hui qu'ils viennent chercher dans vos conseils. oui, Et lorsqu'on comment parle est-ce que vous arrivez à les orienter sur la durabilité, justement? il y a C'est des pas études. forcément compatible. Il y a des études. Il est assez facile de se procurer des rapports qui parlent des voitures les plus fiables, qui tombent le moins en panne Oui. en France ou à l'international. Et c'est vers ces véhicules-là que je les amène le plus fréquemment possible. Le problème, c'est que ces véhicules ne sont pas forcément très sexy. Et donc, il y a quelques petites résistances. Mais on fait le travail, ça avance tranquillement. Et alors, quelle audience aujourd'hui? Alors, l'audience globale, quand on compte YouTube, Instagram et TikTok, on est presque à 50 000 personnes. Donc, on est à 5 000 personnes sur YouTube, 30 000 sur TikTok et 14 000, peut-être même ce soir, sur Instagram. Et c'est surtout une centaine de milliers de vues cumulées par mois. Et, donc, on s'en sort bien. Ça fait 1 an que j'ai commencé. Donc, je ne m'attendais Et pas à puis, ça. oui, il y a du monde quand même sur YouTube et sur la partie création de contenu. Donc, c'est pas simple de se faire une place. Je pensais à vous, Fred, sur ce sujet, parce que parler de voitures, d'automobiles, de déplacements motorisés, en ayant la conscience qu'on veut aller vers quelque chose de plus durable, plus responsable, c'est pas simple. Hein. Non, et en fait, je pense que le changement d'état d'esprit qu'il faut avoir peut-être par rapport au véhicule, c'est justement la durabilité et donc le coût mensuel ou annuel d'un véhicule sur sa durée de possession. Oui. Et pas forcément sur l'investissement de départ. Alors techniquement, en business, ça s'appelle passer du CAPEX à l'OPEX, mais en gros, c'est de l'investissement à les dépenses opérationnelles. Mais ça, c'est très important parce qu'en plus, sur les véhicules électriques, enfin moi, j'entends parler de pas mal de véhicules électriques qui dépassent le 1 million de kilomètres là maintenant. Donc en fait, les repères sont différents. On parle d'une voiture, alors thermique, on a l'habitude qu'elle fasse 200, 250 000 kilomètres, on considère déjà que c'est beaucoup. Mais on voit que les véhicules électriques sont capables de faire beaucoup plus longtemps parce qu'il y a moins d'usure. Bon, au-delà, je ne parle pas de la propulsion de l'énergie, mais là juste de la durabilité. Donc il y a un calcul sur le cycle de vie complet du véhicule à faire qu'il faut répartir ensuite suivant la durée de possession, à la fois en coût, à la fois en énergie, à la fois en pollution, qui est très intéressant. Et je pense qu'il y a un besoin d'aller vers une grille de lecture beaucoup plus simple de ces coûts-là et de ces gains environnementaux dans le temps, pour qu'on ait bien cette conscience-là quand on achète un véhicule. C'est un investissement long terme, et donc il faut regarder tous les aspects sur le long terme également. Il faut voir comment reçoivent les constructeurs, comment ils reçoivent ce type de critiques que vous faites de leur véhicule. Plutôt bienveillant. Ouais, ça va. Plutôt bienveillant. Je pense notamment au groupe Renault qui m'a permis d'essayer ces véhicules neufs, alors que j'avais moins de 1000 abonnés sur YouTube. Ils sont vraiment à l'écoute, parce qu'on est dans un métier qui est avec des acteurs qui sont là depuis très longtemps. Et ça fait une espèce d'arrivée de nouveaux créateurs de contenu on a cette approche un peu plus nouvelle. Et ils aiment avoir nos retours. Eh ben, vous arrivez au bon moment, donc visiblement. Et vous avez tous les deux participé à un programme de Diversity Days, n'est-ce pas, Chloé? Le leadership programme, oui, effectivement. Ouais. Ok. Prochain événement de l'association? Prochain événement qui va avoir lieu le 29 novembre. En fait, le leadership programme, c'est donc notre programme entrepreneur. Et à l'issue de ce programme de 120 heures où on accompagne justement les entrepreneurs sur différents aspects, eh bien, on a une soirée tremplin. Et pendant cette soirée tremplin, ils pitchent, ils présentent ce qu'ils font. Voilà, ça s'affiche, je crois. Et du coup, voilà, c'est l'occasion de venir découvrir de très beaux projets, de très beaux parcours aussi, qu'on ne voit pas toujours, qui ne sont pas toujours suffisamment mis en avant. Et donc voilà, ce sera le 29 novembre. 29 novembre. C'est gratuit et c'est chez Google. Et ça se passe chez Google. Effectivement. Vous y serez? Oui, forcément. Je vais intervenir. C'est partie de la Diversity Family, donc... Super. Et vous êtes aussi tous les deux de l'Essonne? Oui. C'est un département très dynamique au niveau des startups, l'Essonne? Ça commence, hein. On arrive. Doucement, Doucement. mais sûrement. Faut pas nous presser, mais ça On arrive. arrive, on est sur le chemin, en tout cas. Il y a de très belles boîtes. C'est ça. Merci beaucoup. Un mot de la fin, Frédéric? Oui, alors par rapport justement à la prochaine session des pitchs, ça m'intéresse beaucoup de savoir justement comment vous organisez cette session-là, parce que c'est toujours un challenge d'aller présenter son projet devant
un public. Alors, qu'est-ce que vous demandez justement aux entrepreneurs, aux leaders, quand ils viennent sur scène? Qu'est-ce qu'ils présentent et comment ils le font? En combien de temps et sur quel sujet? Alors, c'est des pitchs qui durent Et 5 vous avez minutes. 30 secondes pour répondre, Chloé. C'est parti, ok. Alors, je vais pitcher le pitch. En fait, c'est des pitchs de 5 minutes et l'idée, c'est qu'ils se mettent à la fois en avant en termes de parcours, parce qu'en fait, les personnes qui viennent suivre, c'est pas forcément des investisseurs. Donc, ce qui les intéresse aussi, c'est comment les gens ont décidé d'entreprendre. Et puis, on Pour arrive aussi... s'identifier, c'est ça, avec leur Exactement. histoire personnelle. Ouais. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est aussi de former des nouveaux rôles modèles, c'est-à-dire qu'ils puissent inspirer aussi par la suite d'autres personnes. Et donc, effectivement, ils viennent pitcher en parlant de leur parcours. Ils viennent pitcher aussi en donnant quels sont leurs objectifs, en donnant leur niveau de maturité, etc. etc. Et puis, par la suite, on espère que d'autres les feront pitcher dans le cadre d'autres programmes quand ils vont plus loin, quoi. Voilà. Merci Vous pouvez venir Super. Ah ben, je peux invite. venir pitcher? aussi. pour Captain Cause. Ah ouais. Merci Chloé, ce bac porte-parole de Diversity Days, Niara Merci. Diarra d'avoir été aussi avec Merci. nous, fondatrice de Nalediso et Davy Mawete, fondateur de Voitures Lambda. Merci encore Frédéric Mazella de Blablacar et Captain Cause, évidemment, dont on a parlé ensemble tout à l'heure. Maintenant, c'est le rendez-vous avec le monde de la donnée et une proposition pour tester l'éco-responsabilité des services numériques.